Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Alexandre Bassot, je travaille au sein de la direction financière de Generali France, je suis en charge de la direction provisionnement et valeur. Donc provisionnement et valeur, ça porte bien son nom, c'est toute la mécanique d'inventaire et de production des provisions, mais aussi côté valeur de tout ce qui est passif économique et S2. Et de ce biais-là, et mécaniquement, on est aussi en charge de toute la partie au sein de Generali du projet IFRS 17 sur la partie actuariat provisionnement, au sein de cette direction. Bonjour à tous, Pierre Porret, je suis senior manager chez Optimind au sein de la practice Actuarial and Financial Services. J'interviens actuellement sur les projets IFRS 17 pour le compte de plusieurs acteurs du marché français et également sur des aspects un peu modélisation prospective. Et pour conclure, donc Gildas Robert, je suis senior partner en charge des activités Actuarial and Financial Services chez Optimind. Donc en tant que tel, je supervise nos interventions, notamment sur plusieurs projets IFRS 17 sur le marché. Alors le sujet dont on voulait vous parler aujourd'hui autour d'IFRS 17, évidemment les chantiers, il y a beaucoup de sujets à traiter, la déclinaison normative, ensuite les méthodologies, les modèles, les processus et puis le pilotage sous IFRS 17. En fait, les assureurs ont très vite identifié, envisagé des projets d'envergure de l'ordre de ceux qui ont été menés sur Solvabilité 2. Et on le voit bien aujourd'hui sur le marché. Un des aspects qui nous semble structurant sur les projets IFRS 17, c'est tous les aspects liés au processus de production financière. Le processus IFRS 17, il est doublement contraint. Il est contraint déjà principalement par les délais de communication financière. On va revenir sur ce sujet, qui a un aspect clé pour IFRS 17, notamment comparé à Solvabilité 2. Et puis contraint également parce qu'il doit s'intégrer dans d'autres processus de production existants, les normes sociales et Solvabilité 2, évidemment, qui continuent de devoir être produits. Donc on va revenir vraiment sur ce sujet et puis en pratique comment Generali France comment a décliné son processus et comment ça a pu se traduire dans son organisation, surtout sur la partie provisionnement et valeur, donc de la responsabilité d'Alexandre. En termes d'agenda, on n'a pas fait de slide sommaire, excusez-moi. On va faire une petite introduction. On voulait quand même faire un petit focus sur de l'actualité d'IFRS 17. Donc c'est Pierre qui va nous présenter cette partie-là. Ensuite, parler aussi de l'échéance 2022, puisque la production IFRS 17, ça se rapproche, on va le voir. Une première partie ensuite qui sera consacrée plutôt aux visions de marché sur les processus multinormes et la convergence qu'on peut avoir entre IFRS 17 et Solvabilité 2. Et ensuite, Alexandre nous présentera toute cette partie-là, comment ça s'est traduit sous Generali France à date, et puis comment ça se produira également à l'avenir. Pierre, je te laisse la parole. Okay, merci Gildas. Je vous propose de débuter par un rapide point de veille réglementaire sur IFRS 17, principalement axé sur le modèle de valorisation VFA. L'année dernière, il y a eu une série d'amendements qui a été proposée et validée, qui traitait à la fois de l'entrée en vigueur d'IFRS 17, donc décalée à janvier 2023, mais également d'autres points tels que les coverage units en VFA, les frais d'acquisition, la réassurance. Plus récemment, on a deux principaux points, on va dire, qui sont présents sur le marché. Réglementairement parlant, c'est le carve-out sur les cohortes annuelles en VFA. Et d'un point de vue un peu moins réglementaire, c'est peut-être un gain en maturité du marché sur le bow wave effect. Je ne rentrerai pas trop dans le détail sur ces deux points, mais c'est vraiment un focus introductif. Au niveau du carve-out, donc cet été, vote de l'ARC sur le carve-out des cohortes en VFA. Très concrètement, possibilité d'exemption de l'exigence de cohorte annuelle pour les contrats participatifs qui sont valorisés en VFA. C'est une grande victoire, on va dire, pour le marché français, parce qu'on a quand même eu un important lobbying de place des différents acteurs et de l'Institut des actuaires, parce qu'on était face à un non-sens économique au regard de la gestion des contrats d'épargne retraite, d'assurance vie en France, où on a quand même une totale mutualisation intergénérationnelle. Opérationnellement, ça va se traduire au niveau de l'unité de mesure IFRS 17. On ne va plus considérer la troisième dimension, donc le regroupement par cohorte, et on ne va plus considérer maintenant le groupe IFRS 17 comme la composée entre le portefeuille IFRS 17 et la profitabilité. Toutefois, il y a quand même toujours des points qui restent en suspens, qui restent ouverts, comme quid de la signature de profitabilité sans la notion de cohorte,
Comment restituer, calculer le new business. Donc je pense ici à l'état de roll forward 1 où on doit faire apparaître en fait l'effet des nouveaux contrats comptabilisés sur la période, et aussi au niveau de la transition dans les approches rétrospectives. Le second point, donc assez rapide entre guillemets pour pas être redondant avec l'atelier ce matin, sur le bow wave effect. En quelques mots, le bow wave effect, dans un monde où tout se passe comme prévu en VFA, on s'attendrait d'avoir un amortissement de CSM en PNL qui soit relativement linéaire. Concrètement, on n'observe pas cet effet et on va plutôt voir une concentration de l'amortissement sur la fin de vie des contrats. La cause, on va dire, c'est les méthodes d'évaluation de la PVFCF. On va être sur des environnements dits risque neutre et non pas monde réel, ce qui va avoir deux effets. Premièrement, on va calculer ce qu'on appelle le coût des options et garanties. Et secondement, c'est au niveau du rendement de l'actif, où chaque classe d'actifs va suivre le même rendement calé sur le taux sans risque. Donc on est quand même assez loin d'un univers monde réel, et ça crée vraiment un écart dans la distribution, dans la reconnaissance du résultat. Sur le marché, plusieurs approches ont été évoquées et on gagne en maturité dessus, sur des approches dites over-return. On va chercher en fait à quantifier le surrendement qu'on capterait en monde réel pour l'intégrer dans l'écoulement de la CSM en PNL. On va aussi revoir le facteur d'amortissement de la CSM en PNL en essayant d'inclure, d'estimer les coverage units futurs à partir d'estimations dites monde réel et non pas risque neutre. On peut voir du coup encore plusieurs sujets structurants restent ouverts et 2023 approche quand même à grands pas avec l'entrée en vigueur d'IFRS 17. Cependant, les premiers exercices, on va dire réglementaires IFRS 17 ne seront pas réalisés en 2023, mais bien dès 2022 au titre de cette année qui sera une année d'exercice comparatif. En d'autres termes, en 2023, vous allez faire votre production IFRS 17, vous allez publier vos états financiers, mais le N-1, celui-ci va bien être relatif à 2022 et donc devra bien être produit l'année précédente, en 2022, au titre des exercices comparatifs. La fréquence de réalisation de ces productions, de ces exercices comparatifs, doit être calée sur la cible. Donc on est bien sur des arrêtés infra-annuels, grosso modo trimestriels à semestriels. Par contre, on n'a pas d'obligation de communication. Encore une fois, on est sur des exercices comparatifs sans remonter des états financiers, sans publication. Ce qui signifie qu'on ne va pas être soumis au délai de production cible, c'est-à-dire J+10 à J+15, et au processus cible de clôture. Pour par exemple l'arrêté au Q1, on ne sera pas obligé de le réaliser à la fin du Q1 2022. Celui du Q2, on ne sera pas obligé de le réaliser à la fin du Q2 2022. On peut donc imaginer une année 2022 qui serait coupée en deux, où la première partie de l'année, grosso modo le premier semestre, serait plutôt relatif à la clôture de points toujours ouverts, et aussi peut-être à la finalisation des calculs de transition, et la deuxième partie de l'année 2022 à la réalisation des exercices comparatifs, en essayant d'avoir pour objectif la réalisation d'un trimestre ou de 2 trimestres dans un environnement un peu processus cible, car ça restera quand même le dernier entraînement avant l'entrée en vigueur d'IFRS 17. Alors, je vous propose d'enchaîner maintenant sur la première partie, comme l'avait présenté Gildas tout à l'heure, les pratiques de place face aux contraintes posées par IFRS 17. Un des principaux enjeux, on l'a déjà dit, c'est les délais de production. Des délais de production très serrés, notamment au regard de toute la publication de tous les états financiers qui sont à produire, qui sont très conséquents à la fois au niveau solo et au niveau conso. De manière très schématique, on les a regroupés, on va dire, en 3 lots. Les premiers, donc le lot A, qui sont les états financiers primaires, bilan PNL. Le lot B, on va plus être sur les états financiers un peu d'enroulement avec le bilan par flux, les roll forward. Et le lot C, les autres annexes quantitatives. On va retrouver par exemple des focus sur les frais d'acquisition, sur le revenu d'assurance, sur l'estimation de l'amortissement de la CSM en PNL dans les années futures, etc. On va dire ce package d'états financiers, il doit bien être regardé par rapport à vos exigences de production infra-annuelles. Donc concrètement, si vous faites des remontées complètes d'états financiers chaque trimestre, vous serez bien sur l'obligation de produire ces 3 lots d'états financiers à chaque trimestre. Maintenant, ce qu'on peut constater souvent, c'est que sur des arrêtés trimestriels, on va souvent avoir 2 trimestres, par exemple le Q2 et le Q4, où on ferait une remontée complète, c'est-à-dire vraiment la production des lots A, B et C, et on va dire les arrêtés du Q1 et du Q3 qui seraient plus là pour un suivi de l'évolution des métriques IFRS 17, mais avec une communication beaucoup plus light qui pourrait peut-être être cantonnée aux lots A et B.
Tout ça pour dire que quand vous êtes sur les travaux de votre processus cible, il faut bien sûr pas juste se cantonner au Q4, à la production que vous allez réaliser au Q4, mais bien à l'ensemble des productions infra-annuelles que vous allez réaliser. Et surtout, tenir compte, on va dire, de vos ambitions en termes de remontée et de communication financière, parce que c'est un élément très important qui va augmenter ou non, on va dire, la charge de production et les délais. Merci Pierre. Alors pour poursuivre sur le sujet, en fait, on s'est vite aperçu qu'un des principes structurants des projets IFRS 17 qui se lançaient sur le marché, c'était le maintien des délais de communication financière inchangés. Bon, c'est pas parce que effectivement la réglementation se complexifie par rapport à IFRS 4 que les groupes d'assurance étaient prêts à décaler leur communication financière. Les marchés, les analystes attendent cette communication dans des délais plutôt de plus en plus court, donc c'était pas vraiment le sens de l'histoire de décaler cette communication, et aussi toujours beaucoup de fiabilité de ces reporting. Donc il y a vraiment ces deux enjeux. Donc dans les groupes bancaires, c'est très clair, il n'y a eu aucun changement en termes de délai de communication financière pour les sociétés d'assurance filiales. Pour les groupes d'assurance, il y a pu y avoir un peu plus de marge de manœuvre, mais on est très clairement sur 2-3 jours de décalage. Enfin, on est vraiment sur des marges de manœuvre à la marge. Compte tenu de ces délais de communication financière, donc Pierre a évoqué J+10, J+15, là ça dépend un peu des assureurs, on est très clairement forcé d'être dans des processus anticipés, et c'est très nouveau sur ces évaluations économiques, donc c'est très courant sur les processus normes sociales. Par contre, sur Solvabilité 2, c'est assez peu employé aujourd'hui, et donc ça a beaucoup d'impact pour les assureurs. Donc un processus anticipé a été très schématiquement représenté dans le slide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire essayer d'anticiper sur des données M-X, donc souvent fin septembre, fin octobre ou fin novembre, en fait un maximum d'étapes sur votre processus d'évaluation économique, donc notamment avec la production des inputs, des lois et des hypothèses, de réaliser tous les runs et les analyses de mouvement sur ces données anticipées, et puis ensuite de pouvoir faire un recalage juste après le 31 décembre, donc vraiment sur les données réelles, pour faire uniquement un run en centrale, réajuster vos reporting et pour pouvoir produire vos reporting. Quelques points structurants sur ces processus anticipés. Le premier, c'est que ça va devoir emporter tout un sujet de travail méthodologique sur les travaux d'anticipation, et puis également la mise à jour, ce qu'on appelle le true-up en J. Quelles données exactement vous mettez à jour, par quel processus, et comment vous faites votre recalage. Donc il y a tout un pan de chantier sur ce sujet-là. Deuxième axe, ce sera la convergence que vous pouvez avoir sur les lois et les hypothèses S2. Donc sur le processus anticipé, est-ce que vous réutilisez les lois et les hypothèses S2 dans une certaine mesure? Et puis, troisième axe, de toute façon, même si vous êtes en anticipé, vous avez quand même des travaux de recalage en J avec des délais de communication qui sont très serrés, et donc de toute façon des travaux autour de l'accélération des processus de production dans tous les cas. On le verra bien avec Alexandre dans sa présentation, cette partie-là. Pierre, si tu peux passer. Voilà, donc sur la partie méthodologie d'anticipation, bon, la première chose, c'est déjà de poser les jalons du processus cible, donc les M-X, les recalages, etc. Beaucoup de sujets autour de ça, avec des enjeux pour préserver la fiabilité des reporting, évidemment. En général, on travaille aussi en rétro-planning pour se dire de toute façon, c'est la contrainte de délai de communication financière. Donc comment est-ce que je peux faire pour tenir ces délais-là? Et puis le troisième aspect, c'est de caler ces nouvelles étapes dans votre processus de production par rapport au processus qui existe déjà. Et après se posent plein de questions de savoir si certains assureurs envisagent aussi du coup de passer Solvabilité 2 en anticipé pour mieux mutualiser les deux process, ou parfois comme les processus économiques dépendent des processus normes sociales, parfois certains vont devoir avancer l'anticipation sur les normes sociales pour pouvoir capitaliser pour ensuite produire IFRS 17. Donc voilà, beaucoup de choses à positionner, mais c'est vraiment la première étape, c'est de poser les grands jalons du processus cible.
Deuxième étape, définir les méthodologies de vieillissement. Là-dessus, on est sur des choses plus classiques qui ont déjà été beaucoup travaillées sur le marché, notamment pour les normes sociales. Donc évidemment, il va falloir travailler sur une approche cohérente en fonction des différentes lignes d'activité, prendre en compte les effets volume entre N et N-1, mais aussi les effets périodicité ou saisonnalité de l'activité. Évidemment, ce sera très différent si vous êtes sur des activités épargne, retraite ou prévoyance collective, où il peut y avoir beaucoup d'activités en fin d'année. Évidemment, on aura une approche différente sur l'actif et le passif. Et puis ensuite, je parlais tout à l'heure du true-up, du recalage. Donc, il y a un recalage en général au passif uniquement par une approche volume. Et c'est, en tout cas sur les activités épargne, en général, le sujet se situe principalement sur les données économiques, les hypothèses économiques. Donc, j'entends par là tout ce qui est valeur de marché des actifs, les PMVL, les plus ou moins values latentes, et puis tous les sujets de structure des actifs, et puis évidemment les aspects courbes de taux et scénarios économiques pour les modèles. Donc en général, voilà, ce sera vraiment un seul run en centrale avec réactualisation de ces données-là, mais même ça, en fait, même ce processus-là est très contraint par les délais. On peut passer à la slide suivante. Un sujet qui va se poser souvent, c'est d'essayer de mutualiser dans la mesure du possible les lois et les hypothèses avec celles qui sont utilisées pour Solvabilité 2. On voit bien l'intérêt de les faire converger. Bon, déjà, ne pas multiplier les process. Et également, plus de simplicité ensuite sur l'analyse des convergences multinormes. Pour autant, il peut y avoir des écarts normatifs, évidemment, entre Solvabilité 2 et puis IFRS 17, et puis des aspects d'impact process plus ou moins importants. Par exemple, sur les lois biométriques, mortalité, par exemple, évidemment, il n'y a pas de sujet d'écart normatif, et le calibrage se fait généralement en dehors du chemin critique du processus de production. Et donc, on peut imaginer, a priori, une convergence entre la loi utilisée pour S2 et celle utilisée pour IFRS 17. Sur les coûts, il y a des écarts normatifs, donc déjà ça pose problème. Et en plus de ça, alors processus spécifique, c'est simplement pour dire que déjà pour Solvabilité 2, on est sur un processus qui est contraint par les délais. Là en plus on a un écart normatif, donc on va avoir beaucoup de sujets à travailler pour avoir ces hypothèses sur un autre timing, et aussi une réactualisation potentielle de ces hypothèses selon votre anticipation de votre processus. Les lois de versement libre, aujourd'hui en tout cas, les approches entre IFRS 17 et Solvabilité 2 sont différentes. On sait que dans la révision de Solvabilité 2, le sujet est réévoqué, donc potentiellement il va y avoir un rapprochement de S2 par rapport à IFRS 17. On peut quand même en douter encore, puisque on sait que les écarts, les divergences normatives sont aussi liées aux objectifs qui sont différents entre les deux référentiels. Le comportement des assurés, a priori, peu d'écarts normatifs, encore qu'on peut avoir des assureurs avec des approches différentes entre les deux référentiels. Le calibrage, de la même façon, se fait en dehors du chemin critique. La stratégie assureur, pareil. Et bon, j'ai bien parlé des hypothèses économiques sur lesquelles l'écart normatif existe. Et en plus, on a un processus de réactualisation qui va devoir être fait. Donc un processus spécifique à construire pour les assureurs. Et c'est souvent, pour les assureurs, en tout cas vie épargne, la principale difficulté, c'est de disposer de ces données d'actifs très tôt dans leur process pour réactualiser leur PVFCF économique. Dernière chose, c'est l'accélération. Là, on est sur quelque chose d'un peu théorique dans cette slide. Tout simplement pour dire que ce qu'on voit sur le marché, très clairement, c'est une chaîne de production, finance, risque actuaire, de plus en plus industrielle, on s'en doute. Un point important, c'est de ne pas travailler, c'est vrai que beaucoup d'assureurs travaillent sur leur modèle, on parle beaucoup de la performance des outils de calcul et des modèles.
On pense qu'il y a un aspect qui est vraiment très important, c'est d'avoir une chaîne de production intégrée. Et j'entends par là vraiment passer de quelque chose qui est plus interfacé entre les systèmes de gestion sur les données de passifs, les calculs et ensuite la production des reporting. C'est vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre d'assureurs sont arrivés à ça, là où pour beaucoup d'autres encore aujourd'hui, c'est quand même pas mal d'étapes très différentes, avec des changements d'outils, des changements des retraitements manuels et voilà, on sait que la production des model points chez certains acteurs est encore très longue à être produite et donc voilà, vraiment l'industrialisation de la collecte des données jusqu'à la production des runs et à la production des reporting, ça nous semble un aspect très important à travailler. Donc voilà, il y a certains assureurs qui sont arrivés progressivement, brique après brique, à mettre des environnements vraiment un peu pilotés bout en bout, qui va permettre aux différentes directions, aux différentes parties prenantes de contribuer, d'avoir leurs propres travaux de production, de validation, de pilotage dans ces outils, qui vont gérer le workflow, qui vont produire des tableaux de bord, des états de contrôle, etc. Et on voit que c'est progressif, mais ça se met en place sur le marché. Voilà ce qu'on pouvait dire en termes de vision un peu générale sur le marché, et puis on va voir ce que ça donne chez Generali France avec Alexandre. Voilà. Donc, pardon. Première étape en fait de la réflexion chez Generali, c'était finalement d'essayer d'identifier les synergies qui étaient possibles avec notre processus S2. Parce que nativement, quand on regarde un peu les deux normes, on voit bien qu'il y a quand même des sens ou des orientations économiques qui sont similaires. Donc sur la partie synergie, on a analysé ça par typologie de business. On voit bien qu'en non-vie et en prévoyance santé, on avait des synergies qui étaient assez fortes. Pour différentes raisons, on a des écarts normatifs plus faibles. Je dirais le calcul de best estimate qui reste comme le noyau du passif, il reste quand même très cohérent entre la vision IFRS 17 et la vision S2. On travaille sur des granularités de portefeuille qui restent similaires. Et je dirais peu ou moins, en tout cas, de questions normatives en suspens, en tout cas dans la façon dont on doit les appliquer réellement dans nos processus. Côté épargne retraite, là on s'est rendu compte que les synergies étaient quand même plus faibles ou en tout cas plus complexes. La première, c'est que même si on retrouve les principes de best estimate, fair value, etc., on a quand même des différences dans les modèles de valorisation, avec notamment par exemple des prises en compte d'inputs différents. Et je vais citer un seul exemple qui est la prise en compte des versements libres en IFRS 17. Mais aussi un point qui était assez important dans la gestion de nos modèles et de nos résultats, c'est qu'entre la vision S2 et la vision IFRS 17, finalement, on compare des visions, ou en tout cas on essaie de trouver une synergie entre une vision compte de résultat, avec le résultat de la société, et une vision bilancielle. Et là, on s'attaque à une échelle de significativité des chiffres, si je peux le dire comme ça, qui est très différente. C'est-à-dire un modèle avec un certain niveau de précision à la dizaine de millions d'euros sur un bilan qui fait plusieurs milliards, c'est pas tout à fait la même chose que quand on la précise sur un résultat de quelques centaines de millions d'euros. Et je dirais côté épargne retraite, en tout cas sur l'activité vie, on a quand même encore des questions que moi je trouve structurantes, qui sont encore en suspens, en tout cas à minima dans leur application. Là je cite un exemple de réflexion qu'on a chez Generali en ce moment. On se pose des questions sur comment traiter la réserve de capitalisation pendant la transition, mais il y en a un certain nombre, on a parlé du BOWAVE ce matin, etc. Au-delà de ces synergies identifiées possibles, on se retrouve quand même dans le processus cible IFRS 17, en tout cas pour y répondre, avec des contraintes supplémentaires et des contraintes spécifiques. La première, et qui est la plus importante pour nous, je pense, on en a déjà parlé pendant le début de la présentation, mais c'est le maintien d'un calendrier cohérent avec IFRS 4, pour des raisons de communication financière. Et là, on affronte une vraie complexité, c'est-à-dire essayer de travailler sur un processus qui est proche d'S2 en termes de nombre d'activités, de complexité, de modèles, etc., dans un calendrier d'une activité qui est IFRS 4 qui est beaucoup plus simple. À titre illustratif, chez Generali, on est à IFRS 4, on est à J+10 sur la clôture annuelle. On s'oriente vers un J+14, J+13 pour IFRS 17. Donc finalement, quand même des délais très cohérents. Avec aussi un choix structurant. En fait, pour nos travaux, c'est de ne pas anticiper les données d'actifs financiers. C'est-à-dire qu'on se base sur des tables d'actifs arrêtées au 31/12. Et là, ça veut bien dire que le processus de calcul définitif, c'est top départ au 1er janvier, pour faire très simple. Donc chez nous, il y avait un enjeu très fort d'automatisation pour permettre cette accélération. Les autres points que je vais vous présenter, finalement, c'est des contraintes supplémentaires, je dirais, dans le maintien de ce calendrier, de cette accélération. La première, c'est que par
rapport à IFRS 4, en IFRS 17, on se retrouve quand même dans une mécanique avec beaucoup plus d'interaction avec notre groupe, pour des raisons de consolidation, de consistance, de cohérence entre les différentes entités, etc. Typiquement, le groupe nous met à disposition l'ensemble des hypothèses financières pour faire les calculs, les courbes des taux, les scénarios économiques. De la même façon, on a fait le choix, notamment pour les calculs, une certaine partie des calculs et pour des choix de consolidation, d'avoir un anti-groupe centralisé pour les calculs IFRS 17. Donc on avait un enjeu fort d'être capable en fait d'intégrer nos adhérences avec le processus groupe aujourd'hui et avec ses contraintes spécifiques. Le dernier point, je dirais que c'est je l'ai déjà évoqué dans le slide précédent, c'est des questions encore en suspens sur les indicateurs financiers. Je ne reviens pas sur les questions méthodo, interprétation, application, où encore on se pose des questions, mais une autre question qui est plutôt sur, finalement, en tant que groupe coté ou filiale d'un groupe coté, c'est quels indicateurs les analystes vont-ils vouloir suivre finalement? Quels sont ceux qui vont être primordiaux pour eux et sur quels indicateurs les groupes vont souhaiter communiquer pour se comparer? Et ça, c'est une question, même si on a des premiers éléments de réponse, qui n'est pas encore complètement arrêtée, on manque encore de détails de précision, puisque finalement on n'a jamais été en live complet sur ce sujet. Donc je dirais un dernier enjeu assez fort sur le maintien de notre capacité, notre agilité, notre capacité d'adaptation pour pouvoir faire évoluer notre process si nécessaire en fait. Donc dans le slide suivant, sur cette frise, bon là c'est un planning indicatif de ce qui pourrait se passer en 2023, les dates ne sont bien entendu pas complètement arrêtées aujourd'hui, mais je voulais illustrer un petit peu la différence entre le processus IFRS, là j'ai écrit 17 mais finalement c'est notre processus IFRS 4, IFRS 17, c'est notre processus IFRS et notre processus solvabilité 2. Qu'est-ce qu'on voit? IFRS, pour pouvoir tenir la deadline qui va arriver à la mi-janvier à peu près, il faut qu'on ait une livraison des hypothèses groupes et l'ensemble des collectes des données, je dirais au niveau local, des inputs d'inventaire dans French Gap par exemple, qui se fait tout début janvier pour permettre de réaliser les calculs dans la première semaine de janvier ou dans la première semaine et demie de janvier. Ensuite, une phase de revue et de validation et de saisie dans nos systèmes locaux. Donc là, c'est la phase où on fait valider et qui s'étend, je dirais, entre le 10e jour calendaire de janvier et la mi-janvier, de validation, présentation au CFO, présentation à l'ensemble de la gouvernance des résultats, pour validation, préparation des liasses IFRS et remontée au groupe. Là, je me place par rapport au calendrier S2 actuel et celui qui va être probablement celui qu'on aura début 2023. Là, on a une étendue beaucoup plus importante temporelle. Première partie, on reçoit les hypothèses groupes et notamment les hypothèses financières, et puis on fait le travail qu'on a à faire dessus pour les inputs des modèles. En parallèle, on commence la collecte des données au niveau local et je dirais que toute cette étape, elle se fait dans un horizon de temps qui est beaucoup plus important puisque ça nous amène en général à la 3e semaine de janvier. Enfin, on a une phase de calcul sur la fin du mois de janvier pour préparer finalement les résultats définitifs S2, en tout cas sur la partie passif économique, et pour avoir toute une étape de validation et de remontée sur le début du mois de février. Donc on voit bien que notre planning, il se retrouve en tout cas au regard de ces processus avec un taux de compression important qui est entre 1/3 et 50% finalement de la réalité du processus S2. Donc finalement, quelle option on a retenue pour essayer de tenir ce planning ? L'option qu'on a retenue, c'est en fait faire un calcul en 2 temps. Donc réaliser un calcul finalement au cours du mois de décembre sur des données à fin janvier, à fin novembre, pour ensuite avoir une étape début janvier, mais très automatique de true-up. C'est-à-dire que vraiment, la majorité des calculs ont été réalisés avant le 31 décembre et finalement, le calcul définitif, il ne sera impacté que par les updates de la mise à jour des données. Donc l'objectif finalement de ce calcul à fin novembre, c'est lequel? C'est anticiper, alors ça c'est assez trivial, mais c'était quand même anticiper une première vision du résultat et du compte de résultat, et puis réaliser, je dirais, l'ensemble des étapes de revue et de validation que vous pouvez faire en interne jusqu'à une première validation au niveau CFO chez Generali. Pour ce faire, on avait quand même quelques prérequis. C'est bien sûr, il y a toute une série de nouveaux inputs qu'on est obligé de construire sur les bases des données à fin novembre, mais en anticipant bien sûr des effets à fin décembre. Donc sur nos model points, actifs, passifs, nos ESG ou même les résultats financiers FRS 9. Et finalement, pour notre deuxième calcul, notre calcul qui va être très automatique, une principale update, c'est l'actualisation des données d'actifs en fonction de l'update des volumes des passifs, finalement, à fin décembre. Et c'est là où on avait un gros enjeu d'accélération pour que cette étape qui dure une dizaine de jours, finalement, soit la plus rapide et puis surtout qu'on assure le délai de production. Bon, sur ce process-là, on a quand même une réflexion en cours et elle porte notamment sur des réflexions en cours, elle porte sur 2 points. La première, c'est tout simplement, c'est quand réaliser l'AOM, l'analyse de mouvement. On peut se poser la question, est-ce qu'on fait une AOM sur le calcul à janvier, début janvier, le calcul définitif, ou, et là on s'est vite rendu compte qu'on allait remonter les chiffres avant même d'avoir finalisé les premiers éléments de l'AOM et que ça devenait très complexe en termes de planning à faire une première AOM sur le calcul à fin novembre, courant décembre, et finalement l'actualiser presque de
manière un peu automatique sur les effets de true-up, les effets d'actualisation des données courant janvier, en même temps que la production du calcul. Le deuxième effet, qui est un peu plus complexe, donc là on y travaille, c'est finalement comment on gère la volatilité des événements de décembre. Je vais prendre un exemple très simple, un crack boursier en fin d'année. Là on a le CAC qui frise les 7000, qu'est-ce qui se passe s'il perd 300 points ou 500 points dans les prochaines semaines alors qu'on a réalisé le calcul. Là en ce moment on travaille et on réfléchit aux leviers possibles pour essayer de maintenir notre résultat dans un corridor, pour faire très simple, et éviter une trop grande volatilité en cas de la survenance d'événements un peu extrêmes qu'on n'aurait pas pu anticiper. Finalement, si on parle un peu plus organisation, c'est quel levier on s'est donné pour accélérer. La première chose, on a vraiment réfléchi à notre organisation, qui n'était pas du tout construite initialement, bien entendu, on était en mode projet, pour faire de la production en mode run sous IFRS 17. Comme je le disais précédemment, en yard et en prévoyance, on a quand même des synergies plus fortes en termes de process, donc l'option qui est retenue et qui était assez évidente pour nous, c'était s'appuyer sur les équipes S2 pour faire la production IFRS 17. En épargne retraite, comme je disais, les synergies de processus, elles sont plus faibles, notamment parce que, il y a quand même la nécessité de développer des compétences, une expérience, vraiment des sachants, en fait, IFRS 17 dédiés, qui étaient aujourd'hui chez nous, par exemple, dans l'équipe projet. Mais aussi, je dirais, on se retrouve quand même avec un processus qui a des contraintes de production qui sont très proches du processus IFRS 4 ou du processus norme locale, norme française. Donc finalement, assez éloigné des contraintes du processus C2 en termes de timing. Enfin, une réelle difficulté opérationnelle pour produire les comptes IFRS 17 en même temps que les activités S2. Quand on a commencé à se poser la question, il fallait doubler l'équipe S2. Enfin, en tout cas, en termes de ressources, ça devenait très complexe. Donc nous, le choix qu'on a fait, chez Generali, c'est qu'on s'est réorganisé et on a créé un pôle unique multinorme pour la production des comptes épargne retraite, avec au sein de cette équipe, 2 équipes, une équipe dédiée à la norme française et bien entendu une équipe dédiée à IFRS 17. Le deuxième point, c'était plutôt les moyens qu'on s'est donnés pour accélérer en termes d'outils et de processus. Bon, là, on est en train de travailler sur les données d'actifs et de faire une revue complète de notre processus pour avoir 2 items. Le premier, bien entendu, c'est ces données d'actifs à fin novembre, mais qui anticipent les effets de décembre qui n'étaient pas encore présents dans nos processus. Donc, comment travailler là-dessus. La deuxième partie, c'est comment avoir très vite une base d'actifs et des données d'actifs avec tous les traitements nécessaires, transparisation, risque neutralisation, etc. Mais dans un délai très court à début janvier. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de faire chez Generali sur cette fin d'année pour pouvoir être prêt en début d'année prochaine. Le deuxième travail qu'on a fait, c'est sur la partie plutôt input normes sociales. Les PM, les encours ou la liquidation et les triangles en yard, par exemple. Donc nous, on a travaillé sur une très forte automatisation de l'ensemble de nos processus d'inventaire et des contrôles associés, d'ailleurs. Et là, pour ce faire, on s'est appuyé. Chez Generali, on a un data lake où l'ensemble des données, je dirais, tombent, pour faire très simple, de gestion, de comptabilité, etc. Et c'est sur ce data lake, sous DataIQ et Hadoop, qu'on a décidé de faire un travail qui est en cours d'automatisation de l'ensemble des processus d'inventaire, automatisé, je dirais, très simple. Donc la production des données, les calculs des cartes de récurrence, les analyses de marge, enfin tout le processus classique d'un inventaire, si je cite cet exemple-là. En parallèle, en yard, là, pour des raisons aussi un peu internes à Generali, on a décidé de développer un outil dédié sous R afin d'automatiser 2 éléments ou d'accélérer 2 éléments. La première, c'est la manipulation de données sous les différentes segmentations. Je disais qu'on avait des granularités de portefeuille similaires, mais c'est vrai qu'en yard, entre la vision pure S2 et la vision IFRS 17, on avait quand même des différences. Et donc nous, on a travaillé sur un outil qui nous permet de travailler sur ce cube un peu multidimensionnel très rapidement. Le deuxième point, c'était aussi très simplement accélérer, sans aller jusqu'à automatiser, parce que là, il faut quand même qu'on garde un peu le travail d'actuaire, les méthodes de liquidation et les analyses sur les périmètres yard. Peut-être pour conclure sur la réflexion Generali, là c'est un slide qui vous présente une réflexion qui est encore ouverte chez nous sur les exercices prévisionnels et de forecast et de plan. Finalement, qu'est-ce qu'on constate ? Les exercices prévisionnels, et notamment les exercices de plan, dans une réalité, ça va être notre premier exercice officiel IFRS 17. Pourquoi je dis ça ? Comme le disait Pierre quand il présentait le planning, date de mise en œuvre d'IFRS 17 le 1er janvier 2023, donc production d'une première clôture officielle 31/12/2022, à comparer versus un plan moyen terme sous IFRS 17 qui va présenter nos cibles de résultats, parce que c'est un plan triennal 23, 24 et 25, qu'on va produire à l'été 2022, qu'on va remonter et présenter à nos actionnaires en septembre et puis sur la fin de l'année pour discussion. Donc très clairement, finalement, la première vision du résultat 2023 de Generali sous IFRS 17, ça va être plutôt le plan.
Et là, dans notre organisation, chez Generali, les équipes plan, contrôle de gestion, même s'il peut y avoir des acteurs dans les équipes, la compétence actuariale, c'est pas aujourd'hui la compétence la plus représentée. Et je pense qu'on n'est pas la seule compagnie du marché comme ça. Et on voit bien que sous IFRS 17, on a vraiment un rôle renforcé de cette compétence, notamment dans la vision prospective des compagnies vie sur les business épargne retraite. Je ne m'attarde pas là-dessus, ça reste assez évident. Donc nous, on s'est posé plusieurs questions. La première, c'est le choix de modélisation. Qu'est-ce qu'on fait ? Soit on fait un vrai processus complet, bottom-up, IFRS 17 de projection, très lourd, très complexe, dans le cadre d'un exercice de planification où on veut plusieurs trajectoires, plusieurs scénarios, des sensibilités. Donc ça, même si la réflexion est un peu encore en cours, vous allez vite comprendre qu'on a déjà un peu orienté notre réflexion, qui serait plutôt une approche basée sur des sensibilités ou sur des scénarios. C'est-à-dire, côté actuariat, on va, entre guillemets, multiplier les calculs sur différents items, différents paramètres, pour permettre ensuite de construire une ou plusieurs trajectoires de plan à partir des différents points qu'on aura pu construire en fait, pour les équipes plans. Puis aussi une réflexion sur le qui fait quoi dans l'entreprise en fait. Là on voit bien donc besoin de compétences actuarielles sur un processus de planification. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change finalement nos équipes plan et contrôle de gestion en renforçant la compétence actuarielle dans ces équipes? Ou est-ce que finalement on réfléchit, pareil on s'oriente plutôt sur cette option-là, en tout cas dans les premiers exercices, sur une intervention plus forte des équipes actuariales provisionnement qui ont bien développé cette compétence IFRS 17 dans les process prévisionnels. Donc là voilà, moi je voulais un peu conclure sur cette ouverture et cette réflexion parce qu'en fait chez Generali, chez nous c'est vraiment important. On s'est vraiment rendu compte que via le prisme d'IFRS 17, bon il y a un prisme évident, l'actuariat c'est le provisionnement, on est directement impacté, ça on y travaille depuis quelques années, mais finalement même au sein d'une direction financière, on voit bien que ces processus dans des directions où l'actuariat n'était pas forcément représenté, la connaissance d'IFRS 17 devient nécessaire au prévisionnel ou même, je vais prendre un autre exemple, nous il y a une direction des frais généraux, on voit bien que sur les questions d'allouables, non allouables, imputables, non imputables, il faut commencer à avoir un peu la vraie réflexion sur les impacts IFRS 17, donc développer un minimum de compétences actuariales, en tout cas où loger ses compétences et où loger ses actuaires. Donc moi je voulais un peu conclure là-dessus pour dire que c'est une réflexion qui était en cours et puis peut-être pour la conclusion, Gildas, je te passe la main pour te dire un peu ce qui se passe chez les autres. Merci Alexandre. Non, moi ce que je trouvais très intéressant dans la présentation d'Alexandre, qu'en fait toutes les questions que tu évoques, c'est des sujets qu'on retrouve chez tous les assureurs du marché. Voilà, et les choix que vous avez faits, notamment sur l'accélération du processus, sur anticipation, ils sont, je ne vais pas dire pas originaux, mais ils sont voilà, très proches des pratiques de place. Par contre, un choix d'organisation un peu original aujourd'hui sur la distinction des équipes de production S2 IFRS 17 en épargne retraite. Et la réflexion que vous avez faite, je l'ai trouvée très intéressante avec finalement des synergies, des synergies qui sont moindres et cette idée d'éviter en fait de faire grossir une équipe où il y aurait le référentiel qui serait traité et finalement de distinguer. Ça, c'est plus distinctif sur le marché. Mais je pense aussi qu'on n'est qu'au début des sujets d'organisation sous IFRS 17. On sait qu'on a d'autres assureurs qui sont en train de construire leur organisation cible. Et donc, je pense que dans les années à venir, c'est voué à beaucoup changer. Globalement, ces processus vont beaucoup être industrialisés. Les actuaires vont passer plutôt sur un rôle d'analyse plutôt que sur vraiment travailler sur la manipulation de données et la production des chiffres. Et voilà, je pense que ce qui va se passer va être assez intéressant. En termes d'organisation, j'en ai parlé. En termes de responsabilité, IFRS 17 change beaucoup par rapport à Solvabilité 2. La responsabilité finale d'un référentiel comptable, évidemment, c'est côté direction comptable financière. Donc, il y a ces relations qui vont devoir être travaillées entre l'actuariat, la finance au sens large, donc tout ce qui est comptabilité et puis planification. Moi, quand j'étais jeune étudiant, on me disait souvent que l'actuaire devait avoir des compétences comptables. Et finalement, j'ai peu retrouvé ça dans ma carrière professionnelle jusqu'à présent, mais je pense qu'aujourd'hui, avec IFRS 17, ce sera réellement le cas. Et de la même manière, c'est vrai que c'est un gros challenge pour les directions comptables et puis planification.
de pouvoir prendre tous ces chiffres, toute cette production financière, économique, une matière avec laquelle ils sont peu habitués à travailler, et de pouvoir porter cette responsabilité et cette analyse des chiffres et des résultats. Et donc il y a beaucoup d'enjeux là-dessus, et on peut imaginer qu'il y aura des actuaires demain qui travailleront beaucoup plus dans ces directions pour les accompagner sur ces nouvelles missions qui seront les leurs. Voilà ce que je pouvais dire en termes de mots de conclusion. En tout cas, merci pour votre attention. Et puis, est-ce que vous avez de votre côté des questions? Est-ce que des réflexions sur cette présentation? Jean-Michel, j'étais sûr que tu aurais une question. Ouais, je suis désolé, j'en ai 3. Merci pour cette belle présentation. Gildas, je vais prendre par rapport au slide. Gildas, au niveau de ton rétro-planning, tu n'as pas mis tout ce qui était ajustement de modèle. Est-ce que l'ajustement de modèle faisait partie des ajustements d'hypothèse ou c'est hors processus d'arrêté? Ça, c'est la première question. La deuxième question, dans la convergence avec S2, je n'ai pas vu le risk adjustment et les taux d'actualisation. Est-ce que ça veut dire que vous prenez l'hypothèse que c'est... Vous prenez exactement les mêmes hypothèses S2 et IFRS 17. Et puis pour Alexandre, alors je ne suis pas du tout un spécialiste de production S2, j'ai vu dans la slide tout ce qui était hypothèse économique, livraison des hypothèses et collecte des données. Dans S2, ça faisait 2 fois plus d'espace, voire 4 fois plus d'espace par rapport à IFRS 17. Qu'est-ce qui explique la chose? Je vais commencer. Alors, il y a 2 questions, il y a 2 points très simples. La première, c'est que on est dépendant du processus groupe pour la livraison des hypothèses, et tant que je dirais que le process était beaucoup plus étendu sur S2, ils avaient cette liberté de prendre un certain temps. Deuxièmement, c'est vrai que j'ai un peu simplifié ce qu'on a écrit, mais c'est vrai que le groupe nous livre un certain nombre d'hypothèses financières, par exemple, mais ensuite, une fois qu'on a les bases de données d'actifs, il y a tout un process chez nous qui est réalisé par les risques, la transparisation, la risque neutralisation, etc. Donc il y a quand même un certain nombre qui est réalisé aujourd'hui, et c'est là-dessus aussi qu'on travaille sur notre processus d'actifs pour permettre son accélération. La deuxième réalité, c'est comme je le disais, là c'est peut-être plus sur la partie collecte d'input de données locales. Pour la lecture du slide, pareil, je l'ai un peu séquencé, mais c'est vrai que c'est des étapes qui se parallélisent. Aujourd'hui, chez Generali, on a un certain process qui permet de répondre au calendrier, qui peut être manuel par moment, sous des outils plus ou moins modernes, etc. Là, je dirais l'urgence ou la contrainte IFRS 17, elle nous a obligés à moderniser, à automatiser ce process-là. C'est pour ça, en fait, c'est très opérationnel, le constat sur ce. Alors, sur le sujet d'AOM et puis de model change, les choix peuvent être différents sur le marché, mais on serait plutôt sur un traitement en anticipé. Justement, l'idée, c'est de mettre tous ces sujets au maximum derrière, une fois qu'on est sur le dernier run en date J. Première chose. Et le deuxième sujet, c'était le RA. On s'est posé la même question pendant la préparation de la présentation. Pierre m'a interpellé sur le sujet justement. Et voilà, l'idée du slide, c'était vraiment de parler des lois et des hypothèses. Et donc c'est pour ça qu'on a mis le RA de côté. Mais non, a priori, on a bien un écart sur le sujet. On est plutôt sur les inputs. Voilà. La partie taux, c'est dans la case économique. Est-ce que vous avez d'autres remarques? On est dans le domaine très sensible de la communication financière. Vous avez évoqué la responsabilité donc, des directions financières, des aspects comptables, de l'actuariat, bien évidemment. Il y a tout de même la position des commissaires aux comptes. Comment intégrer l'intervention des commissaires aux comptes dans des plannings aussi serrés? Est-ce que, compte tenu de l'expérience et de vos tests, comment vous voyez la chose? Moi, je vais prendre un exemple très simple, c'est qu'on remonte bien un résultat IFRS 4 aujourd'hui à J+10 et nos commissaires aux comptes n'ont pas fini leurs travaux à J+10 en fait. Non, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que dans le cadre de la communication financière, pour être très clair, c'est que le résultat qu'on remonte, il est à des vertus de consolidation groupe. Donc mécaniquement, là, je ne vais pas rentrer, je ne me prétends pas être un spécialiste de la méthodologie des commissaires aux comptes, mais on a des échelles de significativité qui sont quand même un peu différentes s'il y avait des ajustements entre le niveau local et la vision IFRS pour la consolidation groupe. Donc déjà, c'est un
premier élément. Deuxièmement, on a toujours bien fait notre travail chez Generali, on n'a jamais eu ce cas-là, mais s'il devait y avoir un ajustement majeur, on le passerait a posteriori de ces délais-là, et voilà. Ensuite, peut-être pour être très précis, nous on remonte bien au groupe à J+10 aujourd'hui notre résultat, mais il n'est pas publié à J+10. Il y a quand même toute la phase de consolidation, de contrôle, etc. au niveau groupe, et là il y a quand même toute une phase avant la communication finale du résultat du groupe, où les commissaires aux comptes ont commencé leurs principaux travaux en fait. Ah bah. Après. Bon, après chez Generali, on vient de changer de commissaire aux comptes, donc on n'a pas forcément parlé de la stratégie IFRS 17, mais j'imagine que dans la mesure où on va travailler sur des calculs anticipés, ils viendront aussi travailler sur les calculs anticipés et essayer de fonctionner sur cette mécanique le plus possible en 2 temps. Eh bien, merci à tous pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation de congrès.